Attention, cet épisode du Speak a été enregistré quelques jours avant l'annonce du gouvernement au sujet de la suspension du dispositif MaPrimeRénov'. Certains conseils proposés par nos experts au cours de l'épisode devront donc être considérés en fonction de l'évolution du dispositif dans les prochains mois. Speak. Le Speak, Quand l'économie prend la parole. le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Speak, le podcast où l'économie prend la parole. Pour animer ce nouveau rendez-vous aujourd'hui, Stéphanie Merzé, journaliste à la montagne. Et Mickaël Mussard, responsable marketing et communication du PIC. Bonjour Mickaël. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez brûlant, l'immobilier. Entre les prix qui ne cessent d'évoluer, les taux d'intérêt qui fluctuent également et de nouvelles réglementations, on peut se poser la question si c'est le bon moment ou pas pour acheter. Et pour répondre à cette question, nous avons à nos côtés trois experts. Sandrine Pintran. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes agent mandataire à 3G IMO. Oui. Nous avons également un notaire, Maître Jalanque, qui est notaire à Pont-du-Château. Et vous êtes également vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. Exactement, bonjour à tous. Et Sylviane Brézot, vous travaillez au Crédit Agricole Centre-France et vous êtes en charge du pôle Habitat. Bonjour. Bonjour à tous. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question à tous les trois. Comment va finalement aujourd'hui le marché immobilier à Clermont-Ferrand ? Sandrine, Je suis plutôt. immobilier à Clermont-Ferrand, pardon, je suis l'homme et je prends la parole en premier, je ne suis pas très galant. Non, mais Excusez-moi. Marché immobilier à Clermont et dans le Puy-de-Dôme plus généralement va un peu mieux que ce qu'il n'a été. On sort de 2 années qui ont été quand même assez terribles, 2023-2024, avec pas forcément un impact sur le prix, mais sur le volume des transactions. Oui, c'est vrai. Et ce volume de transactions a baissé, a continué de baisser en 2024. Et aujourd'hui, je trouve que ça se desserre un peu, ça se détend et qu'il y a plus de biens à la vente. Je ne sais pas, Sandrine. Il y a plus de biens à la vente, oui, c'est vrai. Il y a plus de choses aussi, plus de transactions. Par contre, je trouve que sur les biens de budget important, c'est plus difficile. Voilà. Puisque l'immobilier a monté après le Covid en 2020. Donc, on a atteint des prix sur certaines maisons et on a plus de mal en ce moment sur ces biens-là. Donc justement, vous parlez du Covid et de la hausse des prix qu'on a subie après le Covid. C'est vrai que je me rappelle, il y a une dizaine d'années, de notre région en Auvergne, qui était plutôt une région attractive en termes d'immobilier, où on pouvait retrouver des biens plutôt intéressants à des prix en deçà des prix du marché national. Est-ce que c'est... En 2010. Oui. À partir de 2010, Ça a déjà commencé à augmenter à partir de 2010. Oui. Mais est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que l'Auvergne est toujours attractive en termes d'immobilier ? bien sûr. Si on regarde sur les statistiques immobilières, effectivement, on a un prix moyen qui est inférieur à l'ensemble de la province française. Par contre, on a une dynamique grâce à nos industries, Michelin, Limagrin, on a une véritable industrie, ce qui booste les ventes, les achats au sein de notre région. Mais est-ce que ça ne tend pas un peu le marché en lui-même ? Parce que d'accord, ça attire plus de monde, donc du coup plus de transactions, mais est-ce que du coup ça ne rend pas les biens plus précieux ? Mais quoi qu'il arrive, le marché, il est tendu. Aujourd'hui, si demain vous voulez louer un appartement, pour un appartement de type T2, T3, vous allez avoir 40 demandes. Donc aujourd'hui, oui, c'est tendu. Et si demain, il n'y a plus de loi de défiscalisation, on va avoir, pour relancer des programmes en neuf, il faut 1 an et demi, au moins 18 mois. Et demain, oui, quoi qu'il arrive, le marché sera tendu pour la location. Donc il faut reconstruire et revendre des appartements. C'est obligatoire. Et je reviens sur l'évolution des prix dont vous parliez. Alors effectivement, on constate depuis 2010, et ça s'est un peu accéléré après le Covid, beaucoup même accéléré après le Covid, cette évolution des prix. Où est-ce que nous, on se situe en Auvergne ? Est-ce que les prix ont augmenté de la même manière que sur le plan national ? Ou est-ce que c'est un peu plus contrôlé chez nous ? Ou au contraire, peut-être comme on était parti de plus bas, c'est plus important ? Où est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'on est toujours dans une bonne dynamique en termes de prix ? Ou est-ce qu'on a connu une vraie évolution chez nous aussi ? Le marché immobilier a évolué comme partout en France, et effectivement...
on a des prix qui ont fortement augmenté ces 20 dernières années, ces Oui. 25 dernières années. Pour autant, le marché immobilier auvergnat monte moins vite et moins fort que Paris, Lyon, Bordeaux. Et en revanche, quand la situation économique est plus compliquée, c'est un marché qui est plus résilient aussi. On ne peut pas dire que à la suite du Covid qui avait entraîné un essor spectaculaire de l'immobilier et puis de l'immobilier un peu dans les campagnes. On va dire que le marché aujourd'hui il s'est un peu stabilisé, il est en train de se rééquilibrer sur certains biens qui sont partis pour les raisons que l'on sait. Mais pour autant, on n'a pas vu une chute des prix stratosphérique. On a une baisse des prix qui est dans différents secteurs entre 1%, 5%, mais pas beaucoup plus. En revanche, en termes de volume de transactions, effectivement, ces 2 dernières années ont été très différentes de ce que l'on a pu connaître depuis 2020. C'est-à-dire c'est avec notamment, on y reviendra un peu plus profondément, mais effectivement, on sait que les taux là se sont un peu baissés, se stabilisent. Donc ça a dû aussi impulser un petit peu le niveau des ventes. En fait, entre des taux qui étaient historiquement bas, les gens s'y habituent. Donc quand j'ai un taux à 1% sur 20 ans et que 6 mois après j'ai un taux à 3,5 ou à 4 ou à 4,5 sur 20 ans toujours, je trouve que je paye très cher. Alors oui, mais d'un autre côté, 4%, c'est quand même un taux qui Qu'on avait déjà eu dans les années 2000. Qu'on a déjà eu. Et donc, c'est pas un taux... Dans les années 80, les taux, ils étaient à 2 chiffres. Alors, effectivement, il y avait de l'inflation, donc c'était un peu différent. Mais voilà, donc on a des taux qui ont augmenté, qui ont mis sur le carreau les primo-accédants et donc qui ont empêché certains de pouvoir investir. Les prix qui, d'un autre côté, avaient augmenté, effectivement, il faut se réajuster. Et donc, je pense que la difficulté 2024, elle vient de l'augmentation des taux, qui fait que les acquéreurs se disent c'est pas le moment d'acheter, et les vendeurs se disent dans un marché où j'ai peu d'acquéreurs, c'est peut-être pas le moment de vendre. Et donc, plutôt que d'être allé sur une baisse des prix massive, je pense que les projets se sont décalés et que c'est le volume des transactions qui a été impacté. Et je rajouterais que les 35% en taux d'endettement ont bloqué une partie des investisseurs, ont bloqué une partie des acheteurs, même en primo-accédant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les années 2023 et 2024, il y a aussi une forme d'attentisme sur les porteurs de projets par rapport au contexte, qu'il soit politique, géopolitique, économique. Il y avait effectivement aussi un petit peu moins de biens de disponibles sur le marché, plus effectivement une remontée des taux. Tout ça, effectivement, a un peu crispé la dynamique. En tout cas, moi, ce que je constate depuis début d'année, c'est que dès le 2 janvier, l'attentisme a complètement disparu et on est sur une très très forte dynamique d'activité, que ce soit côté primo-accédant, secondo-accédant, qu'on avait un petit peu perdu en 2024, donc sur des projets d'achat-revente, et également sur de l'investissement locatif, où là, même si le dispositif Pinel n'est plus, oui, il y a quand même, il y a quand même des nouvelles ouvertures, en tout cas des nouveaux projets qui se dessinent. En tout cas, nous, la dynamique, elle est très très forte en ce début d'année. Et puis, le regain aussi par rapport au prêt à taux zéro, avec la loi de finances donc qui a réouvert et réélargi le prêt à taux zéro, ça a quand même donné du baume au cœur. Une nouvelle impulsion. Vous le sentez au niveau des ventes? Oui. Alors là, aujourd'hui, à l'instant T. Oui. Il y a plus de compromis qui sont signés. Oui, tout à fait. Là, en termes de volume de transactions, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de compromis qui rentrent. Dans le notariat, on commence à avoir des annonces de notaires qui recherchent des collaborateurs, donc c'est plutôt un signe qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, on sent qu'aujourd'hui, le marché immobilier
actif. Donc il y a une sorte de reprise, Ouais. on peut clairement le dire. Mm. Un autre frein aussi par rapport au marché, c'est la loi ZAN qui va réduire le nombre de permis de construire. Est-ce Oui. que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça? Alors, la loi ZAN, on va avoir sur certaines communes une division par 3 de la surface constructible. Forcément, les lotisseurs vont avoir un peu plus de mal à trouver, à lotir, et forcément la clientèle à construire. Voilà, à faire construire leur maison individuelle. Ça, c'est important. Donc, c'est sûr que si on revient sur le marché, il ne peut qu'évoluer puisque le fait qu'il y ait moins de terrain, moins de construction, fera augmenter l'ancien. Et pourtant, Sylviane, tout à l'heure, vous parlez d'un constat quand même qui est porteur de bonnes nouvelles quand même. Vous dites que depuis le 2 janvier, on a un changement positif dans la dynamique des ventes et des achats en immobilier. Est-ce que pour autant, vous avez observé un changement autre? C'est vrai qu'on a l'impression que pourtant, autour de nous, il y a des lois qui se mettent en place qui sont plutôt contre-indicatives, qui vont mettre des bâtons dans les roues. Moi, la loi ZAN, le fait qu'on ait le problème des DPE, qu'on ait tout ce genre de choses. Est-ce que ce sont des choses qui vont influencer les ventes? Alors en tout cas, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que les principales transactions concernent des projets d'acquisition avec ou sans travaux. Voilà. Le volet construction a fortement diminué, notamment sur l'année 2024. Et le principal, effectivement, se concentre sur ces projets d'acquisition avec travaux. Et donc, en lien aussi avec tout le volet de rénovation énergétique, on constate que les porteurs de projets sont beaucoup plus, je dirais, sensibles aux lettres DPE, notamment par rapport à l'impact que cela peut avoir sur la facture énergétique dans le cadre du projet. Et donc, l'important derrière, c'est d'être aussi présent dans l'accompagnement de ces projets à travers donc l'éco-rénovation et donc les solutions, les dispositifs des coprêts à taux zéro, éco-prêt à taux zéro complémentaire, éco-prêt à taux zéro, ma prime rénov'. Et du coup, on parlait aussi tout à l'heure de cette problématique des terrains divisés par 3 avec vous, Sandrine. Sur certaines communes. Sur certaines communes. Du coup, est-ce qu'il y aura des biens qui se vendront plus dans le Puy-de-Dôme? À un moment donné, les gens, il va falloir qu'ils se logent, donc ils achèteront de l'ancien. S'il n'y a pas de neuf, s'il y a peu de terrain, ça fera monter les prix. S'il n'y a pas de construction, si on remet pas en route la construction de programmes immobiliers, ça fera augmenter le marché de l'ancien. Quoi qu'il arrive, tout ça, ça fera augmenter le marché de l'ancien. Et vous craignez pas une crise de l'immobilier, justement? On a l'impression qu'on entend cette petite musique de la crise de l'immobilier depuis une quinzaine d'années. Oui, on n'en était pas loin, on avait l'impression, là, depuis 3-4 ans. Est-ce que finalement, ça va mieux ou est-ce qu'au contraire, c'est reculé pour mieux sauter? Il est temps d'agir. Voilà. Non, mais on voit qu'en Auvergne, ça se maintient. Ça se maintient, et puis on voit qu'en Auvergne, la majorité des gens achètent pour se loger. Alors bien sûr, il y a une partie d'investisseurs, mais c'est pas la majorité du marché immobilier qui est fait d'investisseurs. Les investisseurs, c'est souvent dans des programmes neufs qui étaient poussés et portés par tous les dispositifs fiscaux qui ont existé. Faut pas nommer le dernier Pinel qui est arrivé à la fin. Et là, on voit effectivement que sur les constructions, il y a eu un énorme coup de frein, que la périphérie de Clermont est plus touchée en termes de décrochage des prix, pour le coup, que dans Clermont. Mais les programmes ne se font plus ou se sont arrêtés. 2024, on voit que les programmes et les promoteurs se remettent dans le bain, des programmes qui sortent, des permis qui sont délivrés. Mais c'est vrai que ça a une importance considérable, je pense, sur toutes les transactions, dans les frais de notaire, qui sont faussement appelés frais de notaire. La plus grosse partie, ça va au département et à la commune. Le département sur des frais qui vont être de 8% à peu près. Le département va prendre 4,5%, 5%. La commune va prendre un peu moins de 1%, et l'État va être rémunéré. En 2023-2024, ça a eu un impact énorme sur les finances publiques,
Et j'en veux pour preuve que dans cette loi de finances qui a été votée cette année, eh bien, on a donné l'autorisation aux départements d'augmenter leur part de 4,5 à 5%. Tous les départements de France ont augmenté à 5%. Seuls les primo-accédants ne sont pas concernés par cette augmentation, mais on voit que l'immobilier a un impact direct sur les finances publiques et sur tous les projets que peuvent porter les collectivités. Et justement, si on regarde un peu tous les biens confondus, que ce soit l'ancien ou le neuf, est-ce qu'il y a aujourd'hui des biens qui sont plus recherchés dans le Puy-de-Dôme ? Alors, appartements entre 100, enfin moins de 100, mais entre 100 et 200 000, et les maisons entre 200 et moins de 400. Je crois que c'est des fourchettes. Ok, qui correspondent finalement à une typologie de personnes, c'est-à-dire en gros les primo-accédants d'un côté et puis les familles avec jeunes enfants de l'autre. Mais même en achat pour de l'habitation, oui, primo-accédants, famille, voilà, c'est ce qu'il y a. On achète aujourd'hui pour habiter. Ok. Et dans cette typologie de biens, est-ce qu'il y a finalement des quartiers ou des communes dans le Puy-de-Dôme qui sont plus recherchés, plus huppés, plus compliqués, d'autres plus faciles ? Est-ce qu'il y a des bons plans ? Des faux plans. Mais les gens, ils aiment leur quartier, ils aiment leur secteur. Ils sont assez... Celui qui habite Chamalières, il va aller habiter à Chamalières, mais celui qui habite Pont-du-Château et qui aime Pont-du-Château, il va acheter à Pont-du-Château. Donc, il n'y a pas seulement l'attractivité, il va chercher dans son quartier. Et je pense que les gens sont très sectorialisés. Et justement, pour trouver un peu le logement de ses rêves, est-ce que vous, en tant qu'expert immobilier, vous avez peut-être des petites astuces, des petits tips ? Est-ce qu'il existe des voies de communication, des marchés secondaires sur lesquels on peut trouver les biens de ses rêves qu'on ne voit pas forcément passer, nous, lambda, sur Le Bon Coin ou sur ce genre de plateforme ? Je pense que tout le monde aujourd'hui diffuse partout. Là, il n'y a pas. Et puis après, c'est d'avoir un bon contact avec son agent immobilier ou avec son mandataire. Parce que vous, parfois, vous avez accès à des biens qui ne sont pas encore parus sur le marché et qui peuvent... Ah ben oui. Enfin, on rentre des choses si on a un fichier client avec des gens avec qui on a lié des relations. Évidemment, on va les appeler en premier. On peut aussi contacter son notaire. Vous avez des... Alors oui, effectivement, ça peut être une bonne idée parce que de temps en temps, tous les jours, nous gérons des successions et dans les successions, quelquefois, il y a des biens immobiliers et puis les héritiers ne sont pas tellement intéressés pour les garder et donc le temps d'une succession, ça va être 4 à 6 mois. Pour les héritiers, le temps de libérer leur maison, prendre la décision et tout ça, il peut se passer un moment avant qu'ils décident de mettre en vente et puis d'aller solliciter un mandataire, d'aller solliciter une agence immobilière ou de communiquer. Et donc, effectivement, si vous appelez un notaire et que vous lui dites que vous recherchez un bien à tel endroit, eh bien peut-être qu'il peut vous dire, voilà, moi j'ai une succession et peut-être un bien va être en vente et voilà. Est-ce que ça va être le bien de ses rêves ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acquéreurs qui trouvent le bien de leurs rêves et qu'il y a toujours une question de compromis, un moment ou un autre. Mais pour autant qui s'en approchent de leur rêve probablement. Donc voilà, c'est une possibilité que d'appeler un notaire dans le secteur où vous recherchez. On va pas appeler son banquier quand même pour trouver sa maison aussi. Et pourquoi pas ? Puisqu'aujourd'hui, les banquiers sont aussi, en tout cas pour ce qui est de Crédit Agricole Centre France, à travers Crédit Agricole Centre France Immobilier, on est aussi aujourd'hui, banque, assureur et immobilier. Et si on parle maintenant justement un peu plus côté banque, côté taux de financement, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui ? Vous parliez tout à l'heure des taux de financement qui n'avaient pas arrêté de bouger, monter, descendre. Qu'est-ce qu'un bon taux immobilier aujourd'hui ? Alors là, demain, je dois acheter ma maison. Quel est le taux que le Crédit Agricole Centre France va me faire, moi, privilégié mais qu'est-ce qu'un bon taux ? C'est une très bonne question. Ce qui est plutôt important, en fait, c'est de par la compréhension du projet, et surtout des attentes des porteurs de projets,
d'aller chercher une solution qui soit le plus sur mesure et personnalisée. Et donc, à travers cela aussi aujourd'hui, pour accompagner notamment les primo-accédants, pour accompagner les porteurs de projets qui auront une démarche vertueuse, pour faire des travaux d'éco-rénovation, tous aujourd'hui, on est à proposer des offres spécifiques justement pour booster la proposition, le côté financement. Voilà, ça c'est du bon taux, parce que c'est une bonne proposition qui est faite sur mesure. Et du coup, ça donne quoi, un bon taux? C'est un chiffre. Un chiffre. Je vous donnerai pas de chiffres. Je vous donnerai pas de chiffres. Après, vous avez beaucoup d'applications qui vous donnent des taux moyens. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que là, depuis début juin, on est plutôt sur une stabilisation des taux, puisque la baisse s'est amorcée maintenant depuis fin 2024. Et que du coup, cette baisse des taux aussi a permis de relancer la dynamique, en tout cas sur les projets immobiliers. Et je vous donnerai pas de taux. Mais est-ce qu'on reverra passer des taux à moins d'1%? Pas demain. Je ne crois pas. Peut-être pas demain. C'était vraiment exceptionnel finalement cette période de taux à 1%. C'était pas normal. Sans doute que non. Est-ce que si au niveau des dossiers, on sait qu'à une époque c'était quand même compliqué que son dossier soit accepté, est-ce qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux? Est-ce que c'est plus souple? Alors oui, les politiques d'octroi se sont assouplies. Alors effectivement, il y a eu l'effet des normes du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui effectivement a verrouillé les taux d'effort à 35% et limité les durées d'amortissement, donc de remboursement des prêts sur 25 ans. Suite à quoi, donc il y a eu quand même 2 ajustements qui ont été proposés par le HCSF. Donc certes, on maintient effectivement les 35% de taux d'effort. Pour autant, il y a possibilité, donc pour chaque établissement financier, d'avoir une quote-part dérogeable à ces 35%, donc dans la limite de 20% par trimestre sur la production. Et puis, autre fait aussi, sur la durée de remboursement de ces emprunts, il y a possibilité d'aller vers du 27 ans pour certaines typologies de projets, notamment les achats avec travaux. Si la partie travaux est supérieure à 10% du coût total de l'opération, c'est valable aussi pour les projets de construction seuls, les projets de construction avec achat de terrain ou les projets de vente en état futur d'achèvement. Donc 2 assouplissements aussi qui sont venus effectivement redynamiser un petit peu ces fameux freins. Après, il ne faut pas aussi oublier que sur les années 23, surtout 2023, on a été confronté aussi avec la remontée des taux à un problème bien spécifique qu'on appelait le taux d'usure. Chaque dossier, en fait, c'était un blocage taux d'usure. Et donc, dans ce contexte, le fait que les taux aient baissé et se soient maintenant stabilisés, on est beaucoup moins confronté à cette problématique. Mais on a eu beaucoup de blocages pour taux d'usure, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Vous pouvez expliquer peut-être ce que c'est le taux d'usure? Le taux d'usure, c'est le taux auquel la banque n'a pas le droit de prêter, puisqu'en fait, il serait beaucoup trop élevé par rapport aux normes qui sont fixées. C'est légal. Ok. Voilà. Et effectivement, on a eu beaucoup Oui. de refus de prêts dans nos dossiers, justement à cause de... Voilà. de Et il a fallu, l'évolution. au cas par cas, trouver des solutions pour continuer à accompagner ces clients qui étaient confrontés à cette problématique. Oui, parce qu'on évoquait même, je crois que c'était 1 dossier sur 2 qui était refusé, notamment à cause de ce taux d'usure. Oui. Crédit Agricole Centre France nous a quand même bien soutenus. Il faut le dire. On peut pas le dire, mais il faut le dire. C'est vrai. Oui, alors je ne pourrais pas vous dire le contraire. Effectivement, sur l'année 23 et 2024, alors pour des contraintes aussi, sans doute de stratégie, mais tarifaires, de nombreux établissements ont revu un peu la manière d'accompagner les projets immobiliers. Donc nous, en responsabilité, on a fait le choix de poursuivre et de continuer l'accompagnement des projets immobiliers dans ces périodes un petit peu troublées. Et aujourd'hui, si on veut optimiser son dossier, qu'est-ce qu'il faut présenter? Il faut un apport, dites-moi, un peu l'astuce pour premier bon conseil, D'accord. déjà, c'est de préparer son projet en amont. Donc, important d'aller effectivement rencontrer son banquier pour faire ce qu'on appelle un calcul d'enveloppe. Savoir vers quel budget on peut se diriger
pour le coup, derrière, aller bien à la rencontre des agents immobiliers et trouver le bien qui rentre dans le cadre de son projet, de sa capacité à emprunter. Après, les autres bons conseils, c'est de présenter un dossier dans lequel on va avoir une stabilité de revenus, de présenter sa situation professionnelle, de montrer que l'endettement est maîtrisé et réfléchi, puisque pour le coup, il reste limité à 35%, en tenant compte des mensualités de préconso, typiquement la voiture, le prêt-voiture que l'on peut avoir. Donc ça fait partie aussi des points sur lesquels il faut veiller. Un apport, oui, mais pas toujours nécessaire. En tout cas, pour ce qui concerne Crédit Agricole Centre-France, ce qui est quand même important aujourd'hui, c'est d'avoir un volume d'épargne qui va servir soit dans le projet, soit qui sera conservé post-projet pour pouvoir assumer sereinement les charges courantes du bien immobilier. Ce qui veut dire qu'il vaut plutôt conserver son épargne que de le mettre dans l'apport. Eh bien, ça va dépendre des situations. Ça va être du cas par cas. Soit effectivement, l'apport par rapport aux 35% permet d'être conservé. Soit des fois, il va falloir abonder un petit peu plus pour effectivement redescendre en dessous des 35%. Après, dans les autres beaux conseils, eh bien, c'est de présenter un fonctionnement de compte sain. Donc, éviter des Être à découvert tous les mois. Outranciers, voilà, par exemple. Voilà quelques bons conseils. Mais donc finalement, le profil emprunteur parfait, c'est quelqu'un qui a un peu d'épargne, un taux d'endettement maîtrisé, qui est capable d'assurer finalement, aujourd'hui, quelqu'un de normal qui arrive à montrer patte blanche finalement aura... oui, mais après, sans trop de difficultés. Après, chaque porteur de projet, chaque projet en lui-même est unique. Donc une fois encore, la personnalisation de la solution et l'accompagnement dans le temps est le plus important. Mais il n'y a pas de profil type, en fait. Okay. Chaque projet est différent. Est-ce qu'il y a aussi des solutions de financement qu'on ignore ? Je pense par exemple au prêt à taux zéro ou ce type de prêt qu'on peut utiliser en fait, ou d'autres solutions pour justement aider son financement. Donc après, effectivement, par rapport au projet qui va nous être présenté, il va y avoir des solutions d'accompagnement, notamment pour la partie travaux. Donc tout sur le volet éco-rénovation. Donc en fonction des travaux qui sont souhaités par l'emprunteur, c'est d'être aussi dans ce conseil en lui expliquant qu'il peut prétendre à des éco-prêts à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro MaPrimeRénov', par exemple, pour ne citer que ces dispositifs. On a évoqué tout à l'heure le dispositif Pinel qui a disparu. Pour ceux qui veulent investir, est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux ? Pour les étudiants, aujourd'hui, vous pouvez encore investir dans des logements à destination des étudiants. Et oui, donc c'est pour à destination de la location pour les étudiants. Ok, oui. D'accord. Ça, c'est encore intéressant. Oui. Ouais. Ok. Enfin, en tout cas, ils se construisent des choses dans ce sens-là. Bon, en tout cas, avec tous les éléments qu'on a vus maintenant, il est peut-être temps de répondre enfin à la question de cet épisode. Finalement, si vous étiez, vous, un investisseur ou au contraire un propriétaire occupant, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous achèteriez ? Est-ce que vous attendriez ? Est-ce que vous irez chercher ailleurs, peut-être, hors Auvergne, et vous irez vous installer dans une autre ville ? Quel serait pour vous le bon conseil pour cette année 2025 ? On a vu avec Madame que les taux avaient baissé. On a vu avec Benoît Jalinck que les prix avaient baissé également. Il faut y aller. Sans hésiter. Donc il faut acheter. Il faut y aller. Il faut acheter. Bon, bah, très bien. Nos trois experts sont d'accord. 2025, l'année de l'achat immobilier. Exactement. Voilà. L'Auvergne est belle. Alors on va enchaîner maintenant avec un temps un peu plus ludique. Alors c'est ce qu'on appelle le quiz Speak to Me. C'est un petit quiz. Vous avez pu voir qu'on a un petit buzzer au centre de la table qui est. Mais maintenant qu'on casse tout et que on se déchaîne pour la bonne réponse. J'espère que l'ingénieur du son nous tiendra pas trop rigueur des bruits parasites sur le buzzer. Du coup, on va commencer avec une première question, donc ouvert à vous trois. Une question qui intéresse les investisseurs. Quel est le classement énergétique qui rend un bien potentiellement interdit à la location ? Il faut jeter ça. Allez, qui appuie en premier sur le buzzer ? Ils sont timides, hein ?
Tout à fait. Alors effectivement, c'est depuis le 1er janvier 2025, c'est la loi climat et résilience qui indique effectivement que le minimum doit être un logement classé F, sinon il est considéré sur un plan juridique comme étant non décent. Et le propriétaire a l'obligation légale de rendre son logement décent. D'ailleurs, si un locataire est dans ce type de logement, donc il peut effectivement demander à son propriétaire de faire le nécessaire pour que son logement soit dans les bonnes conditions énergétiques. Je rajouterais également que si le bien est vide et qu'on veut y mettre un locataire, c'est pas possible. Il faut faire les travaux pour améliorer. Si on est en G, ce bien est interdit à la location. Et à chaque changement de locataire, là, maintenant, il faut refaire son DPE. Ok, de refaire ces diagnostics. Si on est dans ces... Oui, ça a tellement évolué qu'il faut refaire son DPE. Et vous sentez que c'est une question qui inquiète beaucoup les propriétaires ? Les investisseurs, enfin ceux qui ont acheté pour louer, oui, aujourd'hui, c'est une difficulté. Après... les gens achètent malgré tout des maisons en F, en G, voilà. Chez les jeunes, ils y regardent un peu plus, bien sûr. Donc ça peut être un bon plan finalement d'acheter un bien en G ? Vous allez de toute façon, un bien, vous allez toujours vous l'approprier. Donc vous allez faire des travaux. Sauf le client qui ne veut pas faire de travaux. Oui, aujourd'hui, vous allez avoir plus de facilité à le négocier. Effectivement, aujourd'hui... une passoire énergétique permet d'avoir droit à des prêts à taux zéro, à des avantages fiscaux dans certains domaines, avec ma prime rénov'. Et si on est un peu bricoleur, c'est un bon investissement que d'aller chercher une passoire énergétique. Après, si on est moins bon bricoleur, c'est possible. Mais on sait que le coût de la construction, de la rénovation a un peu augmenté ces dernières années. Oui, le prix des matériaux aussi. Le prix des matériaux, et donc voilà. Mais pour autant, c'est quand même un bien qui nous permet d'avoir des avantages que l'on n'a pas par ailleurs, et donc ça peut être intéressant. Voilà. Et on sent qu'il y a un frein peut-être pour... l'investisseur, parce que pour lui, il va falloir faire des travaux. Si on est en copropriété, ces travaux, c'est pas forcément évident, parce que l'isolation des murs, il faut que ce soit toute la copropriété qui vote. On est dépendant. Si on veut isoler par l'intérieur, très bien, mais on va perdre des mètres carrés. Donc voilà, tout est possible et faisable, mais passoire énergétique pour quelqu'un qui va y habiter. Ça se fait facilement. Pour quelqu'un qui va investir, ça peut être un peu compliqué dans les copropriétés, mais ça permet également de créer du déficit foncier, tous ces travaux, et donc de venir s'imputer sur son revenu, sur son impôt sur le revenu, et donc ça peut être intéressant. Dans les copropriétés, il va y avoir une grosse évolution avec les plans pluriannuels de travaux qui vont être mis en place. Et donc, les copropriétés vont être amenées à faire beaucoup de travaux et d'isolation par l'extérieur et des choses comme ça. Si Yann voulait rajouter quelque chose. Oui, et du coup, si je peux compléter, donc pour un porteur de projet particulier qui serait effectivement à se positionner sur un bien avec de gros travaux de rénovation énergétique, il peut tout à fait aller consulter le site Géco Rénov Mon Logement. Oui. Donc qui est ouvert à tout à chacun et qui permet effectivement, en décrivant brièvement le bien, de pouvoir en fait se projeter sur 2 scénarios de travaux type, à minima et puis plutôt maximisant, pour aller améliorer la note de DPE, calculer un petit peu le gain énergétique. Et ça vous donne également possibilité d'aller simuler les aides locales, accessibles aussi pour accompagner notamment le dossier d'éco-prêt à taux zéro. Très bien, donc il ne faut pas être effrayé d'acheter un logement classé G avec tous ces éléments. Non. Il existe aussi une agence départementale qui s'appelle Rénovaction 63, qui peut aider un porteur de projet à réaliser un audit énergétique, et puis
préconiser quelques travaux. Et donc, ça peut permettre d'avoir un constat et d'avoir un projet affiné qui plaira aux banquiers. Tout le monde sur les logements classés G. En tout cas, sur cette première question, c'est Sandrine qui du coup prend la tête, parce que c'est la seule qui a osé buzzer, et finalement... Ils avaient toute sa réponse, mais faut se lancer. On va enchaîner sur la deuxième question. Est-ce que le crédit à taux zéro est accepté pour la construction d'une maison neuve ? Je suis obligée de répondre. Oui, Ce qui n'est pas le cas l'année dernière, ça a changé cette année. tout à fait. Donc avec la réouverture à l'ensemble des constructions, quelles que soient les zones. Donc c'est la très bonne nouvelle. Jusqu'au 31 décembre 2027, me semble-t-il. C'est bien ça. Sauf changement de loi de finances. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri peut-être d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Alors on prie pour non, parce que depuis que je bosse, chaque fois mes patrons ou les gens plus anciens me disaient, tu vas voir, une année d'élection, il y a un gros coup de frein économique. Et finalement, j'ai eu quelques élections et j'ai pas trouvé que le frein était aussi fort que ce qu'ils me vantaient. En revanche, la dissolution l'année dernière a été absolument sidérante. Ouais. Ouais, Ok. sidérante. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé finalement aux impacts sur l'immobilier de... La confiance a disparu, mais dans tous les domaines. Hein. C'était l'immobilier, mais c'était dans l'activité économique. Un nombre de sociétés qui ont fait faillite, alors pour plusieurs raisons, hein, mais il n'empêche ou des sociétés qui ont été fermées parce que l'activité n'était pas forcément là, et puis les dirigeants ont préféré stopper plutôt que de... Espérons que l'Assemblée nationale tienne bon jusqu'en 2027. Alors, deuxième question, donc on rappelle juste les scores, donc 1 point pour Sandrine, 1 point pour Sylviane, et Maître, vous êtes toujours à 0. Oui, je suis un homme. Bon, on va le laisser. Quel est le taux de TVA applicable à la vente d'un logement neuf en France, hors cas particulier ? Allez-y. Ce doit être 20%. Tout à fait. Avec des cas particuliers si l'achat concerne une résidence principale. Alors je lis mes notes parce que là j'avoue que j'ai une petite lacune. Donc si l'achat concerne une résidence principale située dans une zone faisant l'objet d'une rénovation urbaine, on peut bénéficier d'une TVA réduite à 5,5%. Et puis dans certains cas de location-accession avec les bailleurs sociaux, on a Ou de BRS. Ouais. Un BRS, c'est le bail réel solidaire, oui. Mais les opérations en location-accession, effectivement, sont sur une TVA à 5,5. Avec une exonération de taxes foncières. Ça fait 2 bons avantages. 15 ans. Moins 15 ans. On a une égalité parfaite. Le problème, c'est que la prochaine question, normalement, devrait être, en théorie, pour le notaire. pour le notaire. Mais après, tout le monde la connaît. Ça, c'est un moyen. Rapidité, là. C'est le premier qui saute sur le buzzer qui a gagné. Un moyen de me mettre la pression, et je n'y suis pour rien sur le choix des questions. Quel est le délai de rétractation après la signature d'un compromis de vente pour un particulier ? Ah, voilà. On vous laisse l'avantage. L'acquéreur a un délai de rétractation de 10 jours après la réception de la lettre qui lui notifie son délai de rétractation. J'ai eu peur, j'ai senti une hésitation à un moment donné. Non. C'est pour faire durer le Du suspense. suspense. Non, mais de toute façon, vous aviez tous la bonne réponse, bien évidemment. Et puis, alors, dernière question. Peut-on emprunter sans apport personnel lors d'un achat immobilier ? Oui, oui, absolument. Okay. Après, ça dépend il nous faut encore des politiques d'octroi des établissements financiers. Enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, Crédit Agricole Centre-France, c'est sans apport. Très bien. Alors, j'ai plus les scores. On va dire Égalité. Ouais, l'égalité parfaite. Tout le monde a gagné. L'école des fans. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné pour ce deuxième épisode du Speak to Me. Donc c'est déjà l'heure de nous quitter, Stéphanie. Tout à fait, donc merci à tous les trois pour cet éclairage et vos précieux conseils. Donc ce deuxième épisode du Speak s'achève. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ce sera, Mickaël, si je ne dis pas de bêtises, mi-juillet. Mi-juillet, Voilà, tout à fait. Merci à tous. Merci d'être venus nous apporter vos lumières. C'est expérience. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Speak. Le Speak. Quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec La Montagne.